Là, on s'attelle à créer une entreprise. On a créé un produit jusqu'à notre levée de fonds et maintenant, il faut qu'on crée une entreprise. Et donc moi, mon job au quotidien, c'est de créer la boîte. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Pierre Joly, CEO et cofondateur d'Hermeo, une solution SaaS permettant de digitaliser et d'optimiser les opérations de maintenance. Dans cet épisode, Pierre revient sur la naissance d'Hermeo et nous livre sa botte secrète pour lancer un projet avec succès, faire de son employeur son premier client, en l'occurrence ici la SNCF. Dans cet épisode, Pierre nous parle aussi de l'évolution constante du rôle de fondateur et de l'importance, après une grosse levée de fonds, de laisser sa place au deuil de l'époque pré-levée de fonds pour permettre aux équipes d'embarquer sereinement dans un nouveau chapitre. Ce moment précis de la structuration de l'entreprise est particulièrement complexe et toute entreprise ayant déjà vécu le passage du cap des 15 collaborateurs saura précisément de quoi nous parlons. Bonne écoute. Alors bonjour Pierre. Alors, bonjour. On est dans un café de bon matin et je suis ravi de t'accueillir dans le podcast Yaniro. Alors comme le veut un peu la tradition, je vais faire de mon mieux pour essayer de présenter ce que tu fais, donc parce que tu es fondateur et CEO de Hermeo. Et alors là, c'était un cran plus difficile parce que vous ne vendez pas des t-shirts, c'est un peu particulier. Donc Hermeo, c'est un SaaS, donc une plateforme qui permet un peu de digitaliser et d'optimiser des opérations. Donc c'est très autour de l'opérateur connecté, de tout ce qui est Industrie 4.0. Et in fine, vous, votre métier, c'est d'entraîner des grandes organisations industrielles vers de l'excellence opérationnelle. Incroyable, c'est tout à fait ça. Alors on parlait BizDev, pitch commercial avant, et de manière très concrète peut-être parce que certaines personnes qui nous écoutent sont peut-être moins familières avec le terme Industrie 4.0. Industrie 4.0, peu ou prou, c'est tout ce qui touche à l'automatisation des tâches, l'inclusion de la donnée et de tout ce qui est connecté dans des opérations industrielles. Donc dit concrètement, ça va être transformer des tâches très répétitives, très manuelles, voire dangereuses dans des choses qu'on peut automatiser, qu'on peut traiter avec plus de finesse. Peut-être tu peux en toucher deux mots ? Oui, tout à fait. Alors, dans l'industrie 4.0, on entend beaucoup de choses. On entend parler intelligence artificielle, big data, comme tu disais, pour utiliser la donnée, pour optimiser des tâches, etc. Et nous, en fait, on s'est rendu compte dans l'industrie 4.0 qu'il y avait quelqu'un qui était oublié dans tous les changements de l'industrie 4.0, c'était l'opérateur sur le terrain. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est concentré sur l'opérateur sur le terrain pour lui permettre de mieux faire ses opérations, que ce soit des opérations de maintenance, d'exploitation, etc. Donc, comme tu l'as bien résumé, on essaye que l'opérateur puisse atteindre l'excellence opérationnelle et gagner en productivité, en qualité et en sécurité dans ses tâches quotidiennes. Donc pour faire une rapide vue d'avion de Hermeo, ça a été fondé en 2015. Vous êtes environ un peu moins de 30 collaborateurs maintenant. Vous avez levé des fonds en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, via notamment SNCF Ventures. Donc ça fait maintenant un petit moment que vous avez travaillé, pivoté. Et une des spécificités de Hermeo, c'est que les 3 cofondateurs donc étaient vraiment directement des anciens salariés. Donc vous avez fait le passage de salariés à milieu start-up. Et pour ta part, tu étais quand même déjà très dans l'industriel parce que tu étais au sein de la SNCF. Oui, exactement. Alors nous, c'était un peu particulier notre aventure entrepreneuriale parce qu'on avait donc peu, alors je veux dire même aucune, mais non, vraiment pas beaucoup de connaissances du milieu entrepreneurial. On avait fait 2-3 petits projets pendant nos études. Avec un de mes fondateurs, on avait fait un site web, etc. Mais rien de très mirobolant. Et après, on s'était engagé tout de suite plutôt dans le milieu salarial. Et au bout de 3 ans, en fait, on avait complètement marre du milieu de l'entreprise. Et donc c'était ton premier job, toi, du coup ? Et alors, moi, c'était mon premier job, ouais. C'était mon premier job SNCF. Ouais. Donc, ça fait 5 ans ou X années d'études. C'était à Supélec ? Ouais, c'est ça. J'ai fait 5 ans d'années à Supélec. 2-3 ans de SNCF, puis bon, allez, ça suffit. Passons à autre chose. Exactement. Ouais, j'ai fait 3 ans de SNCF. Et la grande machine, j'en avais un peu marre. Et à un moment donné, on s'est dit, vas-y, on a envie de travailler ensemble parce qu'on s'était retrouvés autour de plusieurs petits projets entrepreneuriaux. Et à un moment donné, on s'est dit, vas-y, on se lance. On pose notre démission, on ne savait pas trop où on se lançait.
On connaissait pas grand-chose à l'entrepreneuriat, mais on s'est dit, on va tenter, on va aller découvrir ce que c'est. On pose notre DEM, on savait pas du tout ce qu'on voulait faire. Et en fait, en posant ma DEM, moi, j'ai mon chef qui me dit, qu'est-ce que tu vas faire ? J'étais un peu emmerdé parce que je savais pas forcément ce que j'allais lui répondre. Je lui dis, je veux aider les entreprises industrielles à se digitaliser. Il me dit, et ça veut dire quoi concrètement ? Et je lui dis, ça veut dire que moi, j'étais en train chez SNCF, je rédigeais de la documentation de maintenance. Hyper sexy. Et je lui dis, ça veut dire que digitaliser un document technique de maintenance pour faciliter les opérations de maintenance sur le terrain. Il me dit, ok, j'achète. J'en ai même pas parlé avec mes autres collaborateurs. Je viens les voir le soir, je leur dis, on peut avoir un premier projet. J'ai un premier client. Et j'ai un premier client, ils me disent, vas-y, go, on se lance. Donc au début, c'était assez rigolo parce que moi, j'étais toujours chez SNCF, mais j'avais mes 2 associés qui me vendaient mon projet. J'ai mon chef qui le savait. Donc moi, j'étais le client d'Herméo en étant fondateur d'Herméo. Donc on s'est lancé comme ça. Et après, il y a eu une suite, etc. sur le projet. On a challengé ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a lancé Herméo sur ce concept-là, qui a un peu évolué, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, SNCF, c'est toujours un de nos gros clients et qui utilise toujours... Alors, l'application qu'on a vendue au début a bien sûr évolué. On n'est plus du tout sur le même concept. Au début, c'est une application spécifique. Maintenant, on a fait quelque chose de complètement générique, etc. Mais ils utilisent toujours Herméo pour optimiser les opérations de maintenance. Donc, c'est assez rigolo. Comme ça, l'idée est venue d'un coup et on n'a pas trop pivoté. Et aujourd'hui, on est plus de 25 collaborateurs et on est hyper fiers de ça. Mais donc, ça veut dire que le point de départ de... Enfin, je pour être sûr de t'avoir suivi là. Ouais. Le point de départ de... monter Herméo, avant que ça s'appelle Herméo, c'était avant tout de monter quelque chose. Et après, le qu'est-ce que c'était, c'est venu un petit peu parce que tu as vu l'opportunité auprès de ton ancien patron, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, juste avant de poser notre DEM, on avait travaillé, moi j'étais allé les voir aussi. En fait, il y en a un, c'est mon frère, un de mes associés. D'accord. Donc c'était Christophe, lui, on avait toujours envie de monter des choses, d'acheter des apparts ou des trucs comme ça. Et il y en avait un autre, c'était un de mes amis de promo, Tupelec. Et j'étais allé les voir 6-8 mois avant qu'on pose notre DEM et je leur ai dit j'aimerais bien moi j'en ai marre de SNCF et je leur ai proposé qu'on mette des écrans dans les trains et qu'on fasse passer de la pub un peu déguisée, etc., etc. On avait bossé sur le projet on bossait le week-end, etc. Bon, le projet, on avait un seul client, donc c'était pas top comme projet. Et en fait, par contre, on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, ce projet-là, donc des écrans dans les trains, on avait abandonné. Et à un moment donné, on s'était dit, si on veut vraiment trouver quelque chose de pertinent, il faut qu'on se mette en danger. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se mettre en danger que poser sa DEM ? Et donc, comme toutes les histoires, ça commence toujours autour d'une bière. On s'est retrouvés autour d'une bière. On a dit à un moment donné, en octobre, vas-y, on pose notre DEM, le temps qu'on pose notre DEM, etc. Et il y a 1 ou 2 mois pour que ça se passe bien avec nos employeurs. Et voilà, on s'est mis en danger. C'est comme ça qu'Herméo est né. Et c'était quoi un peu le déclencheur ou l'étincelle de départ d'arrêter finalement de travailler avec la SNCF ? Parce que on a coutume de dire qu'en général, on se construit un peu pour quelque chose et un peu contre quelque chose. Donc des fois, on peut se dire mais j'ai vraiment envie de lancer ma boîte, on va voir ce que c'est. On peut aussi avoir envie de se dire j'ai vraiment plus envie d'être salarié. Alors il y avait les deux. Moi, j'adore construire. J'adore construire des choses. Tu vois, j'avais mon appartement, je l'ai fait de A à Z. À la fin de mes études, j'ai pris 4 mois pour refaire mon appartement de A à Z. Donc j'adore ça, j'adore apprendre sur le tas aussi. Donc tu vois, j'avais vraiment, je pense, au fond de moi, quelque chose qui était bridé chez SNCF. Alors j'étais sur tous les projets, quand il y avait quelque chose, j'allais voir mon chef, ok, moi je veux bien, c'est une feuille blanche, j'adore ça. Et après, j'avais le deuxième point, contre aussi quelque chose, c'était contre la lenteur d'SNCF aussi. Les projets, tu t'imagines bien, ça prend du temps dans une grosse boîte comme ça. Et moi je suis très speed, et des projets qui durent 2-3 ans pour développer une application mobile chez SNCF, alors qu'on sait que si on met les forces au bon endroit, on peut faire ça en 3 mois. Ça m'a fait poser des questions et donc je me suis dit non, je pense que je servirais plus si je montais une entreprise que si je restais chez SNCF. Et donc c'est comme ça que je me suis dit je vais partir de SNCF parce que j'ai envie de construire des choses, partir d'une feuille blanche, et aussi parce que j'ai envie d'aller vite et construire quelque chose from scratch. Ouais. Et
Par curiosité, parce que je connais un petit peu la SNCF, est-ce qu'il n'y avait pas, au moment où tu y étais, des opportunités autour de formes d'intrapreneuriat, qui t'auraient permis de monter quelque chose dans la boîte? Alors déjà, est-ce que c'est arrivé jusqu'à tes oreilles, ou est-ce que de toute façon, c'était pas ça le sujet? Alors, si on nous en a parlé, on m'en a parlé. Le problème, encore une fois, je vais te dire, tu vois, l'idée, elle est venue parce que on savait pas ce qu'on allait faire. Tu vois, pendant 1 mois et demi, on avait tous les jours, on s'envoyait des WhatsApp, on devait par jour trouver 3 idées chacun. Parce que tu vois, la deadline arrivait, on arrivait bientôt au chômage, donc il fallait qu'on trouve des idées. Et je pense que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, si tu avais une idée dès le départ, peut-être que ça aurait pu marcher. Nous, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Nous, Vous n'avez pas d'idée. Voilà, on n'avait pas d'idée. Donc c'est pour ça qu'on savait que, donc dans tous les cas, pour nous, ça ne pouvait pas marcher. Et aussi, on voulait... en plus, est-ce que c'est la liberté qu'on cherchait? Je sais pas forcément, mais on voulait vraiment se retrouver tous les trois et bosser ensemble. Et l'intrapreneuriat, t'es toujours... Est-ce que t'es libre? Est-ce que t'es pas libre? Je sais pas. On n'est pas allé chercher plus loin le concept que ça. On s'est dit, nous, c'est le saut dans la grande aventure et on va voir ce que ça va donner, quoi. Je te pose la question je suis très intéressé parce que, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec des intrapreneurs et ma croyance fondamentale, c'est que les entreprises peuvent se leurrer à penser que les intrapreneurs sont des entrepreneurs, mais en fait, les entrepreneurs, ils sont dehors. Ils quittent la boîte, fait exactement ce que tu as fait. Bon, ça c'est un autre débat. Juste pour le plaisir, est-ce que tu te souviens de quelques exemples d'idées que vous aviez eues qui n'ont pas été retenues? Ouais, alors trucs un peu plus ou moins glorieux. Alors, plus ou moins glorieux. Non, si, il y en a une ou deux on voulait faire le Uber pour les taxis, donc ça c'était pas mal, il y a 2 ans et demi. Et après, ce qu'on voulait faire, c'était une boîte qui se lançait aux États-Unis. On avait les yeux rivés sur la côte ouest, pour voir les idées qui sortaient. Et une idée qu'on a assez creusée, c'était la réservation last minute dans les gros restaurants. Tu vois, parce que et c'est marrant parce que j'entendais hier à la radio, ça coûte 20% aux restaurateurs l'annulation de dernière minute, et surtout pour les grands restaurants. Et en fait, nous, ce qu'on voulait proposer, c'était une application. Tu vas aller demain au Ritz. Le vrai last minute, ouais. Le vrai last minute. Et on va là, tu peux pas y aller parce que c'est full jusqu'à le mois prochain. Et donc là, last minute, tu reçois une alerte et tu dis, tu peux aller au Ritz et en plus, tu as une petite promo de 20%. Et donc voilà. Donc c'est ça qu'on voulait faire. Un modèle, on avait quand même assez bien creusé l'idée. Mais sauf que, je sais pas, l'industrie nous a repris et on s'est dit, vas-y, le B2B, c'est quelque chose qui nous plaît plus. Et en plus, on avait déjà, surtout, il faut pas se leurrer, mais on avait déjà un client SNCF qui nous payait bien. Et donc, pour se lancer, c'est plutôt pas mal. Ouais, alors là, pour le coup, dans les carcans un peu start-up, vous un peu sans le savoir, vous avez coché direct la première case parce que vous n'êtes même pas embêté à réfléchir alors attends, et comment est-ce que je connais mon client et qu'est-ce que je vais lui vendre. Vous êtes parti du client que vous connaissiez déjà, toi en tout cas que tu connaissais déjà, et vous lui aviez vendu, vous avez construit ce qu'il voulait acheter. Donc c'est parfait comme point de départ. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai construit ce que j'aurais aimé construire chez SNCF. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'étais notre client principal, un de nos clients principaux aujourd'hui, notre bailleur personnel, c'est un ingénieur méthode, un ingénieur produit. Et donc, l'ingénieur produit, c'est celui qui fait le cahier des charges produit, qui va vérifier si la documentation est bien rédigée, etc. etc. Et donc, moi, j'étais ingénieur produit chez SNCF et j'ai fait ce que j'aurais bien aimé avoir. Donc, tu vois, c'était plutôt simple. Le constat a été assez vite trouvé, mais maintenant, en fait, on a un problème aujourd'hui, on est en train de changer de bailleur personnel pour pouvoir vendre des plus gros volumes. Et c'est pour ça que là, on est en train de retravailler sur toute une proposition de valeur. Parce que hier, on l'avait, la proposition de valeur très simple, parce que je savais ce que... Tu vendais à toi-même. Je vendais à moi-même. Maintenant, je vends plus à moi-même. Donc, il y a un gros travail sur ça qu'on est en train de faire. Ça, c'est une autre histoire. Et alors, donc, on est au début de la vie d'Herméo. Vous êtes tous les trois. Vous avez tous les trois démissionné. Vous avez fêté ça. Vous avez vos premiers clients. Comment ça se passe à ce stade-là? Parce que passer le dernier jour de salarié et le premier jour d'entrepreneur, il y a quand même le constat que tu soulevais tout à l'heure, qui est que vous savez pas du tout comment ça marche. Donc, par quel bout vous le prenez? Alors nous, c'était aussi particulier parce que au début, quand on a vendu à SNCF, après on s'est dit, mais c'est pas mal de vendre des applications one-shot comme ça. Et Victor, qui travaillait chez Bearing Point, avait aussi à un moment donné décelé un projet
On a fait une application spécifique pour Bearing Point. Donc on s'est refait encore 20 000 euros parce que personne ne connaît le prix de l'application. Donc on a revendu un projet à Bearing Point. Et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'Herméo ? On ne savait pas trop ce qu'on allait faire d'Herméo. Et là, on s'est dit, en fait, attends, l'application mobile qu'on a vendue à SNCF, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quand même une étude de marché. Tout projet commence par une étude de marché. Donc pendant 5-6 mois, on fait une étude de marché. Donc là, on était en septembre parce que le temps de démissionner, etc. Je te passe les détails. Moi, aussi un départ un peu chaotique. J'ai dû faire un CDD après dans une autre boîte. Notre histoire aussi. Et on se retrouve en septembre où on était tous les trois. On se retrouve dans notre bureau et on se dit, on va commencer à faire une première étude de marché. Et on travaille pendant 3-4 mois sur une étude de marché sur le milieu industriel. Est-ce que c'est un cas isolé, SNCF, ou est-ce que tous les industriels ont le même problème ? Donc là, on va sur LinkedIn et on va faire des connects. C'était notre premier truc qu'on a fait. On a fait plein de connects. C'est la technique qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire pour nous. Donc on fait plein de connects. Et, donc ça veut dire aller, entre guillemets, au hasard, enfin pas au hasard, mais froidement chercher des personnes qui sont des personnes qui vous intéressent et dire bonjour, parlons, quoi. Voilà, bonjour, parlons. On a développé ça. Est-ce qu'on est en train de se lancer et on aimerait bien avoir votre avis ? Et donc on fait ça et miracle, on a des réponses. On a des réponses de gens de FH, de Vinci et on va les voir avec des slides et ils nous disent ouais, moi c'est un truc ouais, pourquoi pas et on entend ça de plus en plus et on se dit il y a peut-être vraiment quelque chose derrière et on se dit 3-4 mois après, là c'était juste, on voulait sentir étude de marché, on savait pas ce que ça voulait dire, on n'était pas en train de calculer le nombre de techniciens, d'ingénieurs produits, etc. On savait pas ce que ça voulait dire encore. Un business model SaaS, on savait même pas ce que ça voulait dire encore. Donc laisse tomber, là-dessus on était juste, est-ce que le produit peut intéresser quelqu'un d'autre ? Et on a vu que ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre. Et donc là on s'est dit en janvier, donc c'était quasiment 1 an après le développement, un peu moins, 10 mois après le développement de notre application avec SNCF, on s'est dit on va continuer dans cette lancée. Et là on a commencé à designer un produit qui est plus ou moins le produit qu'on vend aujourd'hui, avec quelque chose de plutôt générique. Parce qu'aujourd'hui, avant, c'était nous qui avions digitalisé le manuel de maintenance et on s'était dit, mais là, on ne peut pas le faire pour tout le monde, c'est impossible. Moi, j'avais les connaissances avant. Là, si demain, on va vendre à Vinci, moi, j'ai aucune connaissance de comment digitaliser un manuel de maintenance pour... En BTP, t'es monté léger, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on s'est dit, on va faire un studio d'édition et on va donner la main à les ingénieurs de maintenance qui vont pouvoir digitaliser leur manuel de maintenance, d'exploitation, etc. Et c'est comme ça qu'on a vraiment lancé notre produit. Et au début, donc, on a fait plein de protos. Et nous, ce qu'on adorait faire, c'était challenger notre proto avec nos clients. Et moi, c'est le seul conseil. Alors, on l'a en plus, après, quand j'avais jamais lu un bouquin d'entrepreneuriat. Un bouquin d'entrepreneuriat, je pense que j'en ai ouvert il y a 10 mois, où j'ai appelé beaucoup de choses. Et j'ai vu le premier conseil qu'il donnait, allez voir votre client. Donc on a eu de la chance parce que c'est ce qu'on a fait au début. Nous, on adorait aller voir notre client. Donc on avait bien sûr la goutte parce que le client disait, est-ce qu'on peut cliquer ici ? Et donc là, on savait que si on cliquait ici, il n'y avait rien qui se passait. Donc on cliquait et on disait, ah ouais, on a un problème de serveur. Donc ça, c'est la classique qu'on fait. Mais là, il y a un petit côté la vérité si je mente, c'est quand ils ouvrent derrière, c'est le poulailler. C'est ça. Donc, c'est un classique. Voilà, mais c'est un classique. Mais donc c'est génial. Nous, on s'en souvient encore. On en rigole maintenant de nos démos, de l'effet démo. Pour nous, c'est vraiment le cas client. On arrivait à chaque fois et on espérait qu'ils nous disent pas de cliquer ici. Donc on en mettait des caisses avant pour présenter ce qui fonctionnait. L'heure se passait, on repartait, on disait c'est bon, il nous a pas demandé de cliquer ici, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, toujours pas en sachant business model, on savait pas ce que ça voulait dire. Une entreprise SaaS, on savait pas ce que ça voulait dire. Une levée de fonds, encore moins. Donc tu vois, on était vraiment la fleur au fusil par rapport. C'est un peu le bon sens, c'est se dire si je veux vendre, il faut quand même que j'aille voir mes clients, quoi. Voilà, donc c'était le bon sens. Et donc on se lançait comme ça, quoi. Et à un moment donné, après, on s'est dit, mais il faut peut-être qu'on aille regarder ce qui se passe vraiment dans le milieu des startups. Et donc là, au bout d'un an et demi depuis qu'on avait posé notre DEM et qu'on était entre guillemets autonome, et là on a commencé à se renseigner sur le business model B2B SaaS, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et là, on a eu une grosse courbe d'apprentissage. On avait déjà commencé à avoir un produit qui avait un market fit, donc on avait de la chance. Mais par contre, on avait beaucoup de choses à apprendre sur le recrutement, le marketing, le business,
comment vendre un produit SaaS, etc., etc. Et donc là, ça a été pour nous une nouvelle découverte, un nouveau départ, entre guillemets. Vous êtes resté 3 pendant longtemps ou vous avez tout de suite recruté ou entouré d'autres personnes? On a été 3 une semaine. On a été 3 une semaine. On a embauché tout de suite un développeur parce que encore dans notre association, il y en avait un qui avait un côté un peu technique, mais qui n'était pas le CTO, qui pouvait pas être CTO. Tu lui parles de tout ce qui est infrastructure serveur. Il va pas forcément savoir, etc., etc. Une architecture logicielle, il n'a pas les connaissances là-dessus. Donc on a tout de suite embauché un stagiaire en alternance et qui est toujours là, qu'on a embauché il y a, comme ça fait, il est arrivé en septembre 2015. C'est vraiment notre date de lancement, c'est septembre 2015. Avant, on était encore en CDD, on bossait pas vraiment dessus. Septembre 2015, on s'est lancé et il avait 3 ans d'alternance. Je sais même pas comment je sais pas, il a dû voir de la lumière aussi, on a dû être très bon vendeur aussi, parce qu'on lui a vendu un projet qui... Je sais même plus ce qu'on lui a vendu, et on l'a officiellement embauché, on est en octobre, là, il y a un mois et demi. Le tunnel. Voilà. Et il est génial, et donc il a vu toute Herméo, les versions 42 d'Herméo, mais il est toujours là. Le premier profil technique d'Herméo, quoi. Le premier profil technique, qui nous a... permis de vraiment développer des applications, etc. Et donc, vous êtes 3 cofondateurs au démarrage. Comment ça se passe, la répartition des rôles, la place que chacun a? Parce que donc, si je comprends bien, il y a toi, ton frère et un ami de promo, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc, comment vous vous êtes organisés? Donc, en plus, ça part d'une envie de travailler ensemble. Donc, c'est quand même plutôt... exactement. Ouais. Au lieu de faire une SCI, vous faites une boîte. Donc, on a fait une SCI avec mon frère. Voilà. Donc on a fait quand même une SCI. Donc on essaye de revendre maintenant, mais... et donc comment ça s'est passé la prise de place les uns par rapport aux autres? Parce que c'est pas naturel forcément. Non, alors c'était pas naturel, quoique quand même, il y avait quand même... Alors mon frère, lui, il vient... lui, il avait fait plutôt des études plutôt orientées commerciales. Et après, lui, c'est quelque chose qui le plaît. Donc il était tout de suite positionné plutôt sur la partie commerciale. Mais lui, il n'avait pas du tout de connaissances en B2B SaaS. Il avait plutôt des connaissances en immobilier. Il ouvrait des KFC. Son job, c'était d'ouvrir des KFC. Et avant, il ouvrait des Leader Price pour le groupe Casino, quoi. Et de l'autre côté, il y avait Victor, qui lui, pendant ses études, lui, il développait des sites web pour arrondir ses fins de mois, entre guillemets. Donc lui, il avait plutôt la connaissance technique. Même c'était pas un expert technique, mais il avait plutôt la connaissance technique. Donc au début, il s'était quand même posé sur cette partie-là, Christophe sur la partie commerciale, et moi, comme l'idée venait de moi au début, c'était moi qui étais positionné sur le produit, je faisais le recrutement, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est répartis au début, et en fait cette répartition-là, elle a duré assez longtemps, et elle est quasiment toujours existante aujourd'hui. Alors, bien sûr l'équipe s'est étoffée, on a eu d'autres services qui se sont créés, donc on a dû nous prendre en charge certains services, mais maintenant il y a Christophe qui s'occupe toujours de la partie commerciale. Alors Victor qui s'est occupé pendant longtemps de la partie technique, on a embauché notre CTO il y a 6 mois. Donc avant c'était lui le CTO. Maintenant là il est toujours en train de faire la passation, mais c'est toujours lui qui chapeaute encore un peu l'équipe technique et l'équipe produit aussi. Et il chapeaute toute notre équipe déploiement. L'équipe déploiement, c'est vraiment un cabinet entre guillemets un peu de conseil interne Herméo, et qui va faire les réunions de pilotage, de suivi et s'assurer du bon déploiement de notre solution chez nos clients. Donc ce qu'il avait fait chez Bearing Point, on a monté une cellule pour le faire entre guillemets chez Herméo en interne. Donc lui, il est sur les 2 projets. Et moi, je suis sur la partie recrutement, sur la partie finance. C'est moi qui ai piloté la levée de fonds et qui suis en lien avec les investisseurs aujourd'hui. Et ça s'est goupillé comme ça avec le temps, ou c'était comme ça dès le début? La levée de fonds, évidemment que non, mais... C'était plus ou moins déjà un prototype de ça? Ouais, c'était plus ou moins un prototype de ça. Alors bien sûr qu'il y a eu on a eu des sujets sur le positionnement de chacun, parce qu'il y en avait qui trouvaient que leur spectre était trop réduit, d'autres trop large, etc. D'autres, on n'avait pas forcément les compétences, parce que tu vois, par exemple, je te prends le pôle marketing, il n'y en avait pas un des 3 qui avait fait le marketing. Donc ça s'est pris, c'est moi qui l'ai pris au début, le pôle marketing, parce que c'est moi qui avais fait le recrutement de la personne qui était en charge du marketing. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il faut des vraies compétences pour monter un pôle B2B, un SaaS B2B en marketing, etc. Sur la partie technique, Victor a été positionné dessus, mais à un moment donné, il n'avait plus les épaules pour
Il y avait, quand on a embauché notre CTO, ils étaient combien ? Ils étaient 8 dans l'équipe technique. Donc, il se faisait challenger à droite à gauche. Donc, il se rendait compte petit à petit qu'il n'avait pas forcément les épaules. Donc, la répartition des rôles, ça a été des vrais sujets. Avant la levée de fonds, on a eu pendant 6 mois avant la levée de fonds une vraie réflexion avec Christophe et Victor sur est-ce qu'on a vraiment notre place là où on est. Donc Victor sur la partie technique, Christophe sur la partie commerciale, moi sur ma partie plus financière, RH, et faire le lien un peu entre Christophe et Victor et sur la partie produit. Est-ce qu'on avait notre place ? Oui, non. Et est-ce qu'on faisait vraiment ce qu'on avait envie, ou est-ce qu'on faisait ce qui était bien pour Herméo ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu ? Oui, très bien. Voilà. Et donc, et aujourd'hui encore, il y a des choses qu'on fait. Est-ce que c'est pour notre épanouissement personnel ou est-ce que c'est pour l'épanouissement de la boîte ? De temps en temps, tu vois, la répartition des tâches, bah, tu vois, il faut toujours un peu être contrebalancé. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou est-ce que je fais ça parce que c'est pour le bien d'Herméo ? Et donc, on est toujours, et de toute façon, notre poste évolue constamment par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, il y a vraiment un an, il y a tout juste un an, on s'est vraiment tous posés, on a remis toutes les compétences dont on avait besoin pour Herméo. On a listé par paquet qui pouvait prendre, parce qu'il n'y en avait pas un qui pouvait faire le commercial plus la partie technique. C'était impossible. Tu vois. Et donc après, on a essayé de répartir les rôles en fonction de ce qu'il fallait pour Herméo et ce qu'on avait envie de faire. Et comment tu l'as vécu cet exercice et cette période en fait de remise en question assez intense, parce qu'on parle de vos 3 places dans la boîte que vous avez montée. Alors moi je l'ai vachement mal vécu parce que j'ai eu de la chance, j'ai jamais été entre guillemets en porte-à-faux. C'était toujours soit Christophe, soit Victor qui avaient des problèmes sur leur poste. Moi, j'avais pas trop de problèmes sur leur poste. Donc j'étais toujours soit Christophe venait me voir en me disant putain, je comprends pas ce que fait Victor, le périmètre de son poste là, ça va mais là ça va pas. Et Victor qui venait me voir et qui me disait mais je comprends pas ce que fait Christophe, là ça va pas, là ça va mais là ça va pas, etc. Donc j'étais le fou entre les deux. Donc moi au fond de moi, j'avais qu'une envie, c'était je savais qu'on avait besoin pour Herméo d'avoir Christophe, Victor et moi pour piloter Herméo. Donc l'objectif c'était toujours de remettre les choses à plat avec eux, retravailler pour que notre association n'éclate pas. Donc moi c'était vraiment mon job à un moment donné un peu au quotidien, en septembre-octobre. Donc j'ai pris pas mal de conseils de nos coachs. On se faisait accompagner par un coach de réseau entreprendre, donc je passais pas mal d'heures au téléphone avec lui pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour bien répartir la charge, etc. Donc c'était un peu compliqué et je sais que c'était des moments pas faciles aussi pour Christophe et Victor parce que ils se posaient, pour eux c'était leur futur de poste qui n'était pas encore bien défini, et quand tu sais pas ce que tu vas faire demain, c'est toujours difficile de te positionner. Mais bon, c'est ce qu'on a un peu choisi dans l'entrepreneuriat. Ton poste évolue tout le temps, mais de savoir un peu ton domaine de compétences, là où tu vas pouvoir évoluer, c'est important de le savoir quand même, quoi. Et là, avec le recul, parce que c'est une phase alors qui n'est jamais terminée, mais que vous en avez avancé un petit peu dessus, est-ce que toi, tu aurais envie de donner un conseil aux Pierre de cette époque-là, vu que maintenant, tu as parlé longuement avec tes mentors du réseau Entreprendre et tu as vécu d'autres choses, pas forcément à refaire différemment, tu le referais différemment, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Alors, je pense qu'on ferait rien différemment, parce que ce qu'on a bien fait, nous, c'est qu'on a accepté les embrouilles. Les embrouilles. C'est que Christophe et Victor, et ça, ils sont top par rapport à ça, ils sont prêts à se prendre des grosses cartouches. Donc, parce que on savait qu'on avait besoin de ça pour avancer. Donc, on se retrouvait un soir, et entre guillemets, on se disait honnêtement les choses qui n'allaient pas, et ce qu'il fallait évoluer. Et pour nous, ça a été d'une aide hyper importante. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, tu vois,
parce qu'on a vu autour de nous des entrepreneurs dont l'association a explosé, et on pense que une des premières causes d'explosion, c'est que les différents associés ne voient pas forcément ce que font les autres. Et aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, c'est que toutes les semaines, on se fait un copil tôt, le vendredi matin, et on retrace tout ce qu'on a fait la semaine et ce qu'on va faire la semaine prochaine pour donner de la visibilité aux autres de ce qu'on est en train de faire, pour pas qu'il y en ait un qui se dise mais je sais pas ce qu'il fait rien en fait. Il est en train de travailler sur des sujets qui ne sont pas du tout prioritaires, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, on a vu que nous, les problèmes qui venaient de Christophe qui venait me voir en me disant mais je sais pas trop sur quoi est en train de travailler Victor, et inversement Victor qui venait me voir mais qu'est-ce que fait Christophe. Et en fait on s'est aperçu que les problèmes venaient souvent de là, d'une mauvaise communication sur qui fait quoi. Et donc c'est ce qu'on s'est dit. Maintenant on va se donner une fois par semaine un point où on se dit ce qu'on a fait et ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. On a mis ça en place il y a 3 mois et on touche du bois, on n'a plus trop d'embrouilles. Maintenant, on sait à peu près où on va. Alors, bien sûr qu'on a toujours des embrouilles, il faut en avoir. Mais on pense qu'on désamorce beaucoup de sujets en amont grâce à ça. Il y a une manière de présenter les choses qu'on trouve assez souvent dans le milieu du coaching de dirigeants, que je trouve très très juste sur ces sujets-là. C'est que quand le conflit n'est pas exprimé, c'est là que naît la violence. En fait, quand on garde les choses à l'intérieur, ça va s'exprimer de toute façon de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus destructive d'une autre manière, par le passif-agressif, par la politique, par plein de choses. Donc oui, ça ressemble à un bon outil de gestion de vous-même, de faire ça. Et dans ce que j'entends, toi, tu es vraiment, où tu as été au milieu de tout ça. Et qu'est-ce qu'on te renvoyait toi, entre guillemets, là-dedans? Parce que j'entends... qu'est-ce que lui il fait, et puis toi t'es un peu effectivement le porte-à-faux comme tu disais. Moi je pense que alors, tu vois, ce qui est bien à 3, c'est que quand il y en a un qui trouve que ça va pas pour l'autre, comme tu disais, il y en a au moins avec qui il a une oreille, il peut en parler en amont. Et donc tu vois, on avait des discussions soit avec Christophe, soit avec Victor. Donc déjà on pouvait sortir ce qu'on avait sur le cœur, sur je comprends pas ce qu'il avait, etc. Et donc déjà comme tu le disais, le dire déjà, l'exprimer, c'est pour désamorcer un conflit, c'est hyper important. Et encore une fois, moi je vais te dire, j'ai eu de la chance parce que, alors bien sûr qu'on m'a fait des reproches, bien sûr j'ai pas du tout été que exemplaire, mais sur la définition de mon poste, elle était plutôt claire. Sur ce que j'étais en train de faire, c'était plutôt bien. Mais donc voilà, après moi j'avais des problèmes de comportement, j'étais trop speed, j'étais trop cash, trop direct, etc. Donc voilà, moi j'étais plutôt là pour désamorcer avec Christophe et Victor les problèmes en amont, quoi. Et donc là on parle vraiment du sujet de fond de l'évolution de vos rôles en tant que cofondateur. Est-ce que tu te souviens peut-être du premier moment où vous vous êtes dit ah oui d'accord, en fait on va devoir avoir un autre job maintenant, c'est plus possible, soit parce que la boîte a grossi, soit parce qu'elle a changé, mais ce premier moment d'évolution? Ouais, on s'est rendu compte de ça après la levée de fonds, vraiment. On s'est rendu compte. Donc c'est assez récent finalement. Ouais, alors on s'en est rendu compte. Alors il vient petit à petit, mais en fait on s'est pris vraiment une vraie prise de confiance après la levée de fonds, quand on s'est rendu compte que on devait onboarder des compétences qui savaient mieux faire des parties de job que nous. Et ça, c'est pour nous maintenant, c'est génial parce qu'on arrive à onboarder des top profils et donc qui nous apprennent plein de choses et qui vont beaucoup plus vite que nous sur des sujets. Ça, c'est génial. Et c'est là où on se rend compte vraiment que notre job va devoir évoluer. Et va devoir évoluer très vite parce que je prends l'exemple de Victor, il y a un CTO qui arrive qui sait mieux faire son job que lui sur la partie technique. Sur la partie management, il y a plein de choses qu'il faut qu'il monte en compétence, mais sur la partie technique, on a appris beaucoup de choses. Sur la partie structuration d'un développement, on a appris beaucoup de choses aussi de la part de personnes qu'on a onboardées. Sur la partie
business, sur la partie déploiement, sur la partie marketing, etc. Et plus on onboard de nouvelles compétences et des expertises de haut niveau, plus on se rend compte que notre job va devoir radicalement changer dans les prochaines années. Et on trouve ça génial, quoi. Il y a une partie qui est un peu, au-delà de la partie un peu grisante, il y a une partie un peu effrayante là-dedans pour toi aussi ou pas du tout? Effrayante. Non, moi je parle pour ma part. Hein, moi, Pour ta part, ouais. Ouais, je trouve ça hyper excitant. Je trouve ça hyper excitant parce que en fait, on est parti d'une idée. On n'était pas forcément, comme tu l'as pu voir ou sentir, on n'était pas hyper sûr de notre idée. Et aujourd'hui, on a un super market fit. Et aujourd'hui, c'est grâce à notre idée qu'on arrive à onboarder des super compétences, même ceux qui étaient là depuis le début et qui nous suivent toujours, qui nous accompagnent toujours. On a parlé du développeur qui était là il y a 3 ans. Maintenant, c'est un top développeur. Aujourd'hui, notre équipe, il y a des super profils. Et moi, je suis hyper fier d'arriver avec ce qu'on a construit à onboarder des super profils. Et je suis convaincu qu'on arrivera à transformer notre job et à trouver notre place chez Herméo demain. Déjà, on l'a trouvé. Hein, c'est là aujourd'hui. Moi, je suis le CEO d'Herméo. Christophe, il est le directeur général le directeur commercial d'Herméo. Et Victor, il est responsable de la partie déploiement plus de la partie produit. Et on sait exactement le périmètre de notre job, etc. Dans 6 mois, on sait qu'il va évoluer. Il va pas changer radicalement. Il va évoluer, mais il va pas changer radicalement. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Ouais. Et le fait qu'il y ait dans les 3 cofondateurs ton frère, ça a un impact ou pas particulièrement? Est-ce que vous vous retrouvez les dimanches à la table familiale et à continuer à parler d'Herméo, ou est-ce que ça a créé peut-être des inquiétudes de la part du troisième, entre guillemets, ou pas tellement? Alors, je pense qu'au début, on en a eu. Victor en a eu des inquiétudes. C'est pour ça qu'on a fait une répartition. Au début, il avait, je crois, 0,01 ou 0,1 ou une action de plus, je crois, que nous deux, parce qu'on était à un tiers. Pour que, si jamais on puisse faire une alliance. Et on s'était dit avec Christophe dès le début qu'on essaierait vraiment de séparer la vie familiale de la vie professionnelle, ce qu'on arrive plutôt à faire, parce que quand on se rencontre autre que dans notre cadre professionnel, on parle pas forcément d'Herméo ou très peu d'Herméo. Et quand on est dans le cadre professionnel, moi j'oublie entre guillemets que c'est mon frère. J'ai ma femme qui me dit alors t'as pu discuter, débriefer, tu sais ce que Christophe a fait ce week-end? Je dis non, j'ai pas pu lui demander ce qu'il a fait ce week-end, s'il a passé un bon week-end, etc. Donc je pense que maintenant les craintes de Victor ne sont plus d'actualité, parce qu'on a pu montrer que on était vraiment impartial envers notre jugement et notre relation, et qui est, voilà, ouais, non, je pense que bien sûr qu'il y a un lien qui est fait, une confiance qui est là, et on ne peut pas l'enlever, mais à part ça, on sait qu'il y a un fond qui nous a dit a posteriori, en fait j'ai su que c'était pour ça qu'ils nous ont pas suivis, mais sinon les autres fonds, je pense que ça a été une de leurs inquiétudes, mais on a dû les rassurer, je pense. On a dû trouver les bons arguments pour les rassurer sur ce niveau-là. Et alors là, on a beaucoup parlé de l'évolution de vous en tant que cofondateur et de toi en tant que CEO. Où est-ce que tu la vois, la suite de ton évolution? Alors on a parlé de tout ce qui était management un petit peu avant de lancer l'interview. Où est-ce que ça se situe, toi, tes prochains défis ou les mutations que tu sens un peu venir? Alors, la mutation qu'on est en train de subir aujourd'hui, alors tu disais de ne pas parler de success story, donc on n'est pas encore une success story, on est juste victime de quelque chose, c'est de l'hypercroissance. Désolé de le dire. Non mais ça a été C'est un vrai sujet, hein. Manager l'hypercroissance. Voilà, parce que nous on le dit, c'est un vrai sujet, parce que on a fait notre levée de fonds, on a recruté plein de personnes, 3 mois après, on a 5 départs, quoi. Donc ça a été un vrai sujet, l'hypercroissance, et c'est toujours un vrai sujet, l'hypercroissance. Et donc aujourd'hui, mon job au quotidien, c'est de structurer la boîte. En fait,
je lisais un article sur l'entrepreneuriat qui nous disait que jusqu'à la première levée de fonds, entre guillemets, une grosse levée de fonds, nous on a fait une levée de fonds de 2,5 millions en début d'année, donc voilà, jusqu'à cette levée de fonds-là, une fois qu'on a à peu près notre product market fit qui n'est jamais garanti, et on va toujours travailler dessus, ça c'est clair, mais une fois qu'on a atteint un premier niveau et que le business c'est bien sûr le sujet numéro un, mais là on s'attelle à créer une entreprise. On a créé un produit jusqu'à notre levée de fonds et maintenant il faut qu'on crée une entreprise. Et donc moi mon job au quotidien c'est de créer la boîte. Donc de commencer à structurer des process, que ce soit des process collaborateurs, tu vois, le recrutement, comment ça se passe, l'onboarding, comment ça se passe, parce que pourquoi on a eu plein de départs, parce que notre process de recrutement, il était pas infaillible, donc voilà, donc on a vachement structuré notre process de recrutement, notre process d'onboarding, on n'en avait pas, donc on a dû structurer notre process d'onboarding. Voilà, aujourd'hui on est en train de structurer aussi le process de monter en compétence de nos collaborateurs, et ça c'est mon job au quotidien. C'est ça, voilà. C'est de passer d'une entreprise entre guillemets orale où tout le monde savait tout, mais dans sa tête, à une entreprise un peu plus processée, par écrit, etc., etc. Une manière de voir les choses là-dessus qui, moi pour en avoir parlé avec pas mal de dirigeants que je trouve très intéressante, c'est de considérer qu'en fait, avant un certain moment de vie et un certain nombre de personnes dans une entreprise, donc typiquement une start-up, en fait, c'est pas une entreprise, c'est une équipe. C'est une équipe, tu vois, genre à 12, 15. Après, ça dépend, les nombres sont pas arrêtés, mais tu vois, par exemple, il n'y a pas de sport d'équipe à plus de 15, parce qu'au-dessus de 15, c'est un peu difficile d'être une équipe. Et en tout cas, à partir d'un certain stade, la communication ne se passe pas aussi facilement parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de gens. Et en fait, un truc qui se passe soit dans un kiff absolu pour l'équipe dirigeante, soit dans une douleur totale, soit les deux, c'est de devoir faire le deuil du moment équipe où on est un peu la petite famille élargie à maintenant on monte une boîte en fait, avec tout ce que ça implique. Je sais pas comment tu l'as ressenti. Comment ça te parle ou pas ce truc-là? Non, mais ça me parle. Alors, un peu plus que 12, nous, c'est plutôt fait entre 15 et 20. Ouais, en général, c'est 15. Ouais, mais bon. Le maximum des sports, c'est sport à 15. Hein. Ouais. Donc voilà, si tu veux, on a été en plein dedans. Nous, alors, est-ce qu'on était nostalgique? Alors, moi, je suis pas du tout nostalgique, mais même de tout. Tu vois, c'est le passé, c'est pas ma tasse de thé, je préfère le demain. Donc, j'étais pas forcément nostalgique de l'avant, tu vois, où on était une petite équipe. Même si j'ai trouvé que c'était des super moments. Hein. Je trouvais que c'était du super moment, mais je trouvais qu'on avait fait le temps, ce super moment. Par contre, nous, ça a été dans la douleur. Hein. Pour passer de 15 à un peu plus de 20, là, c'était, comme je disais, hein, après la levée de fonds, des départs, des problèmes de communication. Non, c'était catastrophique. Nous, on faisait, je te dis, moi, je faisais, je pense, 70% de mon temps, c'était gérer l'humain. Mais même s'il faut toujours le gérer, mais c'était gérer les problèmes et même pas les anticiper. Donc c'était, ouais, mais je comprends pas pourquoi ce service, parce qu'on commence à créer des services. Ouais, mais attends, avant, moi, je faisais le business et je faisais aussi la partie projet derrière. Moi, je veux faire toujours les deux. Non, c'est pas possible parce que tu vois que si tu fais le projet, tu fais plus le business derrière. Ouais, je suis pas d'accord, je me casse. Non. Tu peux pas faire ça. Attends, on va en parler. Tu reviens, on en discute. Donc, et voilà. Et donc ça, c'était le quotidien si tu veux, de avril à juin, et c'était notre quotidien. Et ce qu'on a fait, on a fait un séminaire en début juillet. On a remis tout à plat avec notre équipe. Donc on a expliqué qu'on avait super bien fait les recrutements, la communication, qu'on était des experts là-dessus. Et donc, ironiquement, donc, ils ont bien vu qu'on avait bien sûr merdé là-dessus, mais qu'on était en train d'apprendre comme l'équipe apprend, etc. Donc, ils se sont rendus compte que nous aussi, on apprenait. Donc, qu'il y avait une courbe d'apprentissage pour eux aussi, parce qu'ils changeaient de casquette aussi, de job. Donc, nous aussi, on changeait de posture. Donc, on était tous en phase d'apprentissage. Donc, on a remis ça à plat.
On a été beaucoup plus transparent sur les challenges qui allaient arriver, sur les recrutements. Donc il faut recruter, vous inquiétez pas, un recrutement c'est pas quelqu'un qui va prendre votre job, c'est que un recrutement c'est nécessaire pour la croissance d'Herméo et donc il faut recruter, etc. Donc on a bien tout remis à plat, on a bien remis tout le monde aligné tout le monde sur une vision commune sur les 6 prochains mois, sur les 18 prochains mois, sur les 36 prochains mois. Nous, on n'a pas pour objectif de vendre Herméo dans 3 mois. Non, on n'a pas pour objectif de virer tout le monde et rembaucher que des seniors. Non, on veut continuer l'aventure avec vous et vous faire monter en compétence sur les sujets. Et pour ça, il faut onboarder des personnes un peu plus expérimentées et aussi vous laisser du temps pour que vous puissiez monter en compétence, etc. Mais ça, on ne l'avait pas communiqué. Donc, on s'était pris des cartouches. Mais aujourd'hui, maintenant, on en sort. Et on en sort hyper grandi. Mais on nous avait un petit peu alerté par rapport à ça. Mais je pense que je sais pas si je pense que tout le monde doit le vivre ce moment-là. Je sais pas si ça s'anticipe vraiment. Je pense que ça c'est en le vivant qu'on comprend ce que c'est. Voilà, je sais pas trop. Donc est-ce que j'aurais un conseil préparez-vous, c'est tout, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et dites-vous que ça va arriver, même si vous pouvez l'anticiper. Sauf si vous êtes des experts et que vous l'avez déjà vécu. Donc je pense que vous allez mieux l'anticiper, avoir déjà défini les meilleurs canaux de communication, etc. Mais si vous l'avez jamais vécu et si vous l'avez jamais mis en place, je pense que ça va vous arriver. Donc préparez-vous à avoir un mois ou 2-3 mois où ça va être compliqué, quoi. Et alors, de toute façon, je souscris totalement à ce que tu dis, déjà dans le fait que c'est difficile pas à prévoir, parce que prévoir c'est super simple, hein. Enfin, si je caricature à gros traits, si vous êtes 15 ça roule, à 16 on passe dans un autre monde, donc de toute façon ça va arriver. Non, mais c'est difficile par contre à anticiper, au sens il se passera ce qui se passera, et il faudra le gérer. Moi, un sujet sur lequel je suis particulièrement attentif, c'est la notion de deuil d'une certaine époque. Parce que, alors, pas forcément pour toi, parce que toi, tu l'as bien... on voit que tu es très orienté vers le futur, beaucoup d'énergie et d'excitation pour ça. Mais ton métier, comme tu l'as dit, c'est de structurer la boîte et toi, tu es CEO. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait un deuil, nostalgie, mais dans la mue de la chrysalide au papillon, hein, pour faire une jolie image, est-ce que tu as senti qu'il y avait ce truc-là dont il fallait prendre conscience et qu'il fallait un peu traiter ou accepter, accueillir ? Non, mais moi, j'ai fait très rapidement le deuil. Mais non, mais tu as tout à fait raison. C'était surtout au sein de l'équipe où il y en a plein qui n'ont pas compris, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi on mutait et pourquoi on devait, pour la survie d'Herméo, changer. Mais changer et vite. Et en fait, la levée de fonds, en fait, on l'avait pas communiqué. Je pense que l'équipe, tout le monde dit start-up, il faut faire une levée de fonds, mais je pense que l'équipe ne sait pas du tout ce que ça va engager derrière. Un profond changement. Et on va passer, encore une fois, comme je disais, on va devoir structurer l'entreprise derrière. Et comme on ne l'avait pas communiqué au début, parce qu'en fait, on ne le savait pas nous-mêmes, donc quand on avait fait la levée de fonds, bien sûr, c'est champagne. Et donc, il y a vraiment un mois d'euphorie où il y a des recrutements dans tous les sens. Et paradoxalement, en fait, l'équipe, petit à petit, et nous aussi, on se rendait compte petit à petit qu'en fait, ça allait impliquer beaucoup de choses. Et il commence à y avoir des bruits de couloir, mais attends, si on lève des fonds, c'est qu'on va se faire racheter, c'est ça que ça veut dire ? Les rumeurs qui arrivent, on avait plein de rumeurs qui arrivaient petit à petit. C'était l'enfer, c'est les rumeurs aussi. Maintenant, les rumeurs, c'est bon. On a défini comment ça se passe quand il y a un départ, comment on l'annonce. Et donc ça, on l'a fait collectivement. Comme ça, il y a tous les sujets, on sait comment le communiquer et on a défini le canal de communication avec toute l'équipe. Donc maintenant, on ne peut plus revenir nous voir en nous disant « Attendez, ça, on ne vous l'avait pas dit, vous l'avez dit trop tard. » On a dit « Attendez, on s'est mis d'accord autour de la table. Vous avez dit qu'une arrivée, on le communiquait tous les lundis matins et pas au fil de l'eau. » Donc les rumeurs, maintenant, on a trouvé le moyen d'un peu de stopper ça. Mais par contre, oui, on a eu un vrai problème avec certains collaborateurs qui avaient qui avait du mal à surmonter le deuil, la nostalgie de l'équipe Herméo avant.
Et par contre, donc là, pour nous, ça a été aussi leur expliquer. Là, c'était super bien tout ce qu'on a fait. Vous avez fait un travail de titan. On a fait tous un super job pour arriver à notre levée de fonds. Et maintenant, c'est une deuxième étape. Soit vous êtes partant, vous êtes prêt à relever une deuxième aventure, parce que c'est vraiment une deuxième aventure, créer une boîte. Donc là, vous allez développer plein d'autres compétences. Ça va peut-être être moins une aventure d'équipe à 10-15, mais ça va vraiment être une aventure professionnelle aussi, où vous allez monter en compétences très rapidement, en compétences professionnelles. Et certains étaient prêts à l'accepter, d'autres non. Et donc, il y en a qui nous ont quittés pour ça, parce qu'ils nous ont dit non, moi, je suis pas prêt, ou je comprends pas votre choix. Moi, je pense que l'esprit d'équipe est toujours possible, etc. Je dis pas qu'il y a toujours une culture forte, etc. Mais sauf que voilà, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Quand on est 25-30, quand on doit structurer les équipes, c'est plus du tout la même chose qu'avant, quoi. Et il y en a qui sont vachement excités du nouveau challenge qui les attend, et il y en a qui n'étaient pas prêts, donc c'était plus compliqué pour eux à accepter. Et ça, c'est, je pense que c'est une approche assez saine d'avoir une approche très tendre et proche des équipes, en disant, prenant le temps d'expliquer, de bien comprendre, peut-être d'accueillir aussi les peurs et les angoisses des uns et des autres, ou les colères, et en même temps ferme, dans le bon sens du terme, en disant, de toute façon, il va se passer ça. Donc là, si on parle des étapes du deuil, quelque part, il y a le déni ou le marchandage au tout début. Et là, c'est une manière de dire, toi, en tant que CEO, voilà, je représente le fait, pas méchant, que c'est ça qui va se passer. Donc après, est-ce que tu veux en faire partie ? Est-ce que tu veux ne pas en faire partie ? Et ça, c'est ton choix. C'est tout à fait OK, d'ailleurs, de ne pas en faire partie. Mais quelque part, on va pas laisser ouvert le rêve, peut-être, que ça va rester comme c'était, quoi. Ouais, tout à fait. Mais par contre... tu vois, par rapport à ça, quand tu parlais de fermeté dans la vision, nous, et encore de temps en temps aujourd'hui, on sent que notre management n'a pas forcément aussi vite évolué qu'il doit l'être aujourd'hui, parce que maintenant, il faut qu'on soit plus ferme en disant voilà, c'est là où on va aller, etc. Et encore, on a encore de temps en temps des réflexes de management d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, tu vois, où on laisse passer encore pas mal de choses, parce que il y a encore un peu de nostalgie. Je dis pas qu'il y a d'être des tyrans, hein, c'est surtout pas ça, et on veut pas du tout faire, c'est pas du tout notre style de management, mais il y a des moments donnés où même nous, où on est encore en train d'apprendre, en disant voilà, maintenant un management d'une entreprise en hyper croissance, avec une ambition qu'on a partagée et qu'on a co-construite avec toute l'équipe, maintenant ça va devoir changer aussi, quoi. Mais tu le dis, pour refaire le lien avec ce qu'on disait, c'est exactement ferme ou pas ferme, c'est pas le sujet. C'est la différence entre être capitaine d'une équipe ou d'un bateau, ou responsable, CEO, patron, t'appelles ça comme tu veux, d'une entreprise. Où en fait, c'est une question de taille, où tu peux pas faire les choses de la même manière, effectivement. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là. On va arriver à la fin de l'interview. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Alors, une question qui va peut-être te faire un peu bugger, mais qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est quelle est la question qu'on te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose ? Ou dit autrement, le sujet qu'on n'aborde pas ou qu'on n'a pas abordé là, ou d'une manière générale, on ne te pose jamais la question, où tu te dis, moi, attends, j'aimerais bien en parler, mais on n'ouvre jamais la porte là-dessus. Attends, laisse-moi 2 secondes le temps de la réflexion. Une question qu'on me pose jamais. Est-ce que juste c'est pour un conseil pour un entrepreneur, ou c'est je pars du principe que s'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête d'une manière générale, c'est le cas de très probablement un très grand nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Donc c'est une manière d'essayer de le mettre sur la table. Ok. Moi, j'ai une question qu'on m'a peu souvent posée, et je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. C'est quoi ta principale qualité, et qu'est-ce que tu penses que c'est la raison du succès d'Herméo, d'une société comme ça? Et je pense qu'aujourd'hui... Je te pose exactement cette question-là. Pardon ? Je te pose exactement cette question-là.
Et ben alors... C'est quoi ta principale qualité? C'est la confiance en l'avenir. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui a fait et qui fait aujourd'hui le succès d'Herméo. Je pense que l'équipe nous suit, les 3 fondateurs et les 2 autres fondateurs me suivent aussi par ma confiance en l'avenir. De temps en temps qui est trop confiant en l'avenir, mais je pense que je fais de la moto et la moto, je sais pas si t'as déjà fait de la moto ou pas, ou du scooter. J'étais à l'arrière d'une moto. À l'arrière d'une moto, quand tu es devant la moto, un conseil quand j'ai passé le permis moto, c'est il faut regarder là où tu veux aller et la moto va y aller. Et c'est vraiment vrai. Et moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Tu veux aller à droite, tu regardes à droite, la moto va à droite. C'est hallucinant. Et je pense que dans une entreprise, c'est la même chose. Si tu regardes là où tu veux aller, l'entreprise va y aller. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui ait une force de conviction pour dire je veux aller là. Et l'entreprise va se mettre en marche naturellement pour aller là. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est là parce que moi, j'avais une force de conviction de vouloir viser haut et d'aller où on veut porter Herméo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à entraîner toute l'équipe derrière nous. Voilà. Je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on envoie quelqu'un qui aurait envie d'en savoir plus sur toi ou d'ouvrir une discussion? Comment il fait pour te contacter Comment il fait? Il m'envoie un mail. Tu vois, j'ai pris la notion de inbox 0, donc je suis inbox 0, j'ai 0 email le mercredi et le vendredi. Donc il peut m'envoyer un mail le mercredi soir et le vendredi soir, je suis sûr de le lire. Mon adresse c'est pierre.joly@hermeo.com. Bon, je te remercie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.